Un flocon de neige peut dissimuler beaucoup de mystères. C'est le sujet que vous nous proposez d'explorer. Alors je suis avec Étienne Vignon et avec Alexis du laboratoire de détection environnementale de l'EPFL. Je vous propose de les applaudir. Ils vont nous raconter de belles histoires sur les flocons de neige. Présentez-nous le LTE, le laboratoire, votre laboratoire. Alors, le laboratoire de télédétection environnementale s'intéresse aux précipitations, à leur variabilité et aux processus physiques qui les génèrent et qui les font évoluer dans l'atmosphère. D'accord, très bien. Alors, on y va tout de suite. C'est Étienne ? Bien sûr. Alors, Étienne, c'est parti. C'est bon ? Quand vous voulez. Eh bien, allez, c'est parti. Alors, on y va. Hop. Alors, si vous êtes ici pour une présentation sur les paparazzis des flocons de neige, c'est peut-être que vous aussi, vous avez envie de rentrer dans l'intimité des flocons. Je dis vous aussi parce qu'une des thématiques phares du laboratoire de télédétection environnementale, c'est justement l'étude des précipitations, et en particulier des précipitations neigeuses, des chutes de neige. Alors, on s'intéresse aux chutes de neige pour quantifier la quantité de neige qui tombe au sol. Mais une chose qui nous intéresse aussi tout particulièrement, c'est d'étudier la structure fine de chaque flocon. Alors, pourquoi on veut étudier cette structure très fine échelle, la carte d'identité de chaque flocon ? Eh bien, c'est parce qu'en l'étudiant, on peut remonter à l'histoire du flocon, à sa trajectoire, depuis sa formation à l'intérieur d'un nuage jusqu'à son arrivée à la surface du sol sur le manteau neigeux. Alors, pour caractériser cette structure fine échelle, la première chose qu'on pourrait faire, c'est ramasser, collecter des flocons de neige avec les mains ou avec une plaque et puis les analyser sous un microscope, par exemple. Par contre, vous avez probablement tous été un jour sous une chute de neige et essayer de récolter les flocons avec les mains. Et dès qu'ils touchent votre main, les flocons ils se cassent, donc leur structure originale est perdue et puis ils commencent à fondre parce que votre main elle a une température bien plus élevée que la neige. Alors, ce type de méthode destructive, elle n'est pas bien sûr adaptée pour étudier la structure des flocons. Une autre chose qu'on peut faire néanmoins, c'est essayer de prendre des photos de chaque flocon, comme ça on ne les casse pas, on ne les fait pas fondre, et on peut étudier avec des photos haute résolution leur structure. Alors par contre, si on prend un réflexe et qu'on se balade un jour en montagne pendant qu'il neige et qu'on essaie de prendre en photo des flocons de neige, vous imaginez bien que c'est pas du tout évident. Il faut pointer le beau flocon qui nous intéresse et puis le flocon il tombe, il faut arriver à être suffisamment rapide. C'est pas une bonne méthode. Mais heureusement, il y a des ingénieurs qui ont pensé à nous et qui ont développé un instrument pour ça. Cet instrument, il s'appelle le masque. Alors ici, vous avez une photo, c'est cet instrument-ci. Il est déployé en Antarctique. Alors c'est un instrument qui fait à peu près cette taille-là. Il a un disque ici qui fait à peu près quelques dizaines de centimètres de diamètre. Et quand les flocons tombent à travers ce disque, ils sont détectés par des capteurs infrarouges. Et dès qu'ils sont détectés, 3 appareils photo prennent des photos, 3 photos donc instantanées des flocons de neige. Et cet instrument, il nous permet donc de caractériser très finement la structure des flocons qui tombent pendant un événement. Alors ici, je vous ai mis un exemple de plusieurs types de flocons que cet instrument, le masque, peut voir. Alors, cet instrument, c'est un instrument récent qui est super parce qu'il nous permet d'apprendre plein de choses. Et il a été déployé dans plusieurs régions clés du monde. Alors, j'ai mis des petits drapeaux dans les régions où il a été déployé. Bien sûr, dans des régions de montagne, comme aux États-Unis, dans le Colorado ou dans les Alpes, mais également dans les régions polaires. On en parlera après, pourquoi il est important d'étudier les flocons de neige dans ces deux environnements. Alors, c'est bien beau de prendre des photos, mais à quoi elles nous servent ? En particulier, quels sont les processus physiques qu'elles nous permettent d'étudier concernant la formation des cristaux de glace et puis leur évolution pendant leur chute. Alors ici, je vous ai mis une belle photo d'un cristal de glace tel qu'il peut être dans un nuage. Le masque, il prend des photos, il voit de temps en temps ces cristaux, mais ce n'est pas du tout la majorité. Il voit d'autres structures parce que pendant leur parcours, les flocons, leur géométrie, leur forme est modifiée. Un type de flocon qu'on observe assez fréquemment, c'est par exemple celui-ci. Alors vous allez me dire, il n'est pas très très différent du premier, mais vous voyez que ces branches, on appelle ça des dendrites, sont beaucoup plus rugueuses, sont beaucoup plus épaisses, présentent plusieurs aspérités. Alors qu'est-ce qui s'est passé de là à là, en gros ? Quand un cristal de nuage bien formé, un cristal de référence,
tombe, il peut, dans certaines conditions, rencontrer un niveau avec des toutes petites gouttelettes d'eau liquide. Alors, rappelez-vous, un nuage, c'est pas du tout du gaz, hein, c'est un mélange de tout petits cristaux de glace et de toutes petites gouttelettes d'eau. Et cette eau liquide, elle a la particularité d'être à une température négative. Aussi surprenant que cela puisse être, on peut trouver dans des nuages de l'eau liquide, des gouttelettes d'eau à des températures inférieures à 0 degré. Et dès que le cristal il rentre en contact avec l'eau liquide, elle gèle instantanément. On dit qu'elle givre, et le mécanisme s'appelle le givrage. Et c'est ce givrage qui génère ces aspérités, ces rugosités autour des branches du cristal. Un autre type de flocon qu'on rencontre assez fréquemment dans les images du masque, c'est celui-ci. Alors c'est un flocon un peu chaotique qui est déjà beaucoup plus gros, hein, il fait plusieurs millimètres, même quasi quelques centimètres de large. Et vous voyez, il a plein de branches, et on dirait que, je sais pas vous, mais on dirait qu'on a pris un cristal comme ça, et puis on en a mis plein les uns sur les autres, et ils se sont agrégés. Et bien c'est exactement ce qui se passe. Dans ce cas-là, plusieurs cristaux de glace, à cause de la turbulence atmosphérique et de plusieurs choses, ils rentrent en contact et dans certains cas, ils restent collés les autres, ils s'agrègent et forment des agrégats. Et enfin, un troisième type de flocon qu'on observe relativement fréquemment dans nos images masques, c'est celui-ci. Alors vous allez me dire, il n'est pas très non plus différent de celui-là, mais vous voyez que la surface est beaucoup plus courbe, les aspérités sont beaucoup moins marquées, et l'image est beaucoup plus brillante, comme si finalement le cristal il était recouvert par de l'eau qui brille. Et c'est exactement ça, le cristal il est recouvert par de l'eau sous sa forme liquide. Qu'est-ce qui se passe dans ces conditions ? Un flocon en altitude, il va rentrer dans une couche atmosphérique où la température est positive, et il va commencer à fondre. Et c'est cette eau liquide qu'on voit bien briller dans les images du masque. Donc finalement, je vous ai mentionné 3 mécanismes, givrage, agrégation, fonte, et j'aimerais, en repartant de cette présentation, que vous reteniez ces 3 termes. Je peux vous le dire maintenant, ce sont les 3 principaux mécanismes qui gouvernent l'évolution, la structure d'un flocon de neige depuis sa formation dans un nuage jusqu'à son arrivée au sol. Je vous remercie. Merci. Étienne, venez nous rejoindre. Donc on voit déjà mieux ce que vous observez. Alors, mais pourquoi vous utilisez des ondes, finalement des radars, pour mesurer les précipitations plutôt que le bon vieux pluviomètre? C'est comme ça qu'on appelle ça, là? Exactement. Ouais, alors pourquoi? Alors parce que les précipitations, c'est un phénomène physique qui a une très forte variabilité et dans l'espace et dans le temps. Et donc les observations ponctuelles qu'on peut collecter avec un pluviomètre, elles ont une représentativité limitée. Ouais. Au contraire, les instruments comme les radars météorologiques permettent de surveiller un très grand domaine avec une haute résolution et spatiale et temporelle. Et donc, on peut suivre beaucoup mieux la dynamique et la variabilité de ces précipitations. C'est-à-dire, dans le temps, vous arrivez à surveiller... Dans l'espace et dans le temps. Une vision dans le temps. Comment ça marche? Vous avez un petit film? Alors, on a une petite animation qui est là. Voilà. Donc, un radar, ça envoie un signal électromagnétique qui est figuré par l'onde rouge sur l'animation ici. Et puis, quand ça rencontre les cibles qui nous intéressent, les gouttes d'eau, les flocons, les cristaux de glace, comme Étienne en a présenté avant, il y a une partie de cette onde qui est réfléchie vers le radar. On va remettre la vidéo un petit coup. Voilà, si on peut la remettre. Merci. Voilà. Et donc, je vais continuer. Quand la partie du signal qui est réfléchie vers le radar, il a certaines propriétés. Et au radar, on va mesurer ces propriétés du signal réfléchi et on va s'en servir pour estimer, analyser et caractériser les propriétés des précipitations qui nous intéressent. Mais comment des ondes électromagnétiques nous donnent des informations sur la pluie, la neige? Alors, si on s'appuie sur ce que Étienne a montré avant, vous voyez qu'en fonction de la géométrie, de la phase de l'eau, donc soit liquide, soit solide de ces précipitations, ça va conditionner la manière dont ce signal est réfléchi et donc ça va avoir une réponse différente. Et en analysant ces réponses, on va pouvoir déterminer si c'est des précipitations solides, des précipitations liquides, si elles sont plutôt oblongues, plutôt sphériques. Enfin, on a tout un tas de propriétés qu'on va pouvoir déduire de l'information. Donc simplement avec les ondes, vous allez réussir à connaître les propriétés. Voilà, c'est l'avantage du radar, donc à distance, avec une grande résolution temporelle. C'est utilisé pour prévoir la météo tous les jours? Alors oui, vous avez sur l'image ici un exemple, une vue du site de Météo Suisse où si vous allez sur ce site, si vous regardez les prévisions actuelles, les mesures actuelles, voire les prévisions immédiates, on a l'imagerie radar qui contribue fortement pour établir ces observations et ces cartes. Donc à la fois en temps réel pour le suivi des phénomènes dangereux, les orages, les tornades dans les pays où il y en a, mais aussi pour ce qu'on appelle la prévision immédiate, c'est-à-dire est-ce que dans une heure, où est-ce qu'il va pleuvoir et avec quelle quantité, en utilisant l'imagerie radar. D'accord. Alors, vous travaillez sur, on va dire, deux grandes zones, les montagnes,
et l'Antarctique. On va y venir à l'Antarctique. Commençons par les montagnes. Pourquoi vous vous intéressez particulièrement à ces régions? Alors les régions montagneuses, elles ont Marquez, une pour importance. regarder la neige, c'est mieux peut-être. Mais... Voilà, dans la latitude moyenne, c'est là où il y en a le plus. Ouais. Mais donc l'intérêt des montagnes, c'est que ce sont les châteaux d'eau du monde. Les Alpes sont le château d'eau de l'Europe. C'est là où il y a les plus grosses réserves d'eau. Donc c'est clé du point de vue ressources en eau. Les précipitations tombent sous forme solide pendant l'hiver, c'est ce qu'on voit sur cette image ici. Et donc elles se stockent en haut. Ça fait des réserves. Ça fait des réserves. Et puis quand ça fond l'été, ça permet d'irriguer les zones plus basses en plaine qui, sans ça, manqueraient d'eau. Donc ça, c'est l'aspect ressources en eau. Il y a un aspect risque naturel, tout ce qui est avalanche, crue, glissement de terrain. Ce sont des choses qui se produisent principalement dans les zones montagneuses et qui sont déclenchées par les précipitations. Et puis enfin, il y a un intérêt aussi économique, puisque le tourisme, par exemple, dans un pays comme la Suisse, les stations de ski, elles ont besoin de neige pour pouvoir fonctionner. Donc il y a des stations de ski qui font appel à vos services de scientifiques? Alors, pas directement à nous, mais les prévisions météo et les quantifications, c'est des choses importantes pour les stations de ski et le tourisme en général. Alors, il y a des difficultés particulières à aller faire ce travail en montagne? Alors oui, parce que la topographie complexe, le terrain complexe, avec toutes ces pics, ces vallées, ça modifie l'écoulement atmosphérique et ça génère des variabilités à courte échelle. En passant d'une vallée à une autre, on peut avoir des conditions météo différentes qui vont résulter en des précipitations différentes. Et donc, ça exacerbe le problème de représentativité spatiale que j'évoquais tout à l'heure. Quand on mesure avec un pluviomètre à un endroit, en montagne, encore plus qu'en plaine, si on fait quelques centaines de mètres, on peut avoir quelque chose de complètement différent. À quelques centaines de mètres près. Si on est sur une crête ou dans un fond de vallée, on va avoir des conditions différentes. D'accord. Et alors, dans ce cadre-là, les radars ont un intérêt, mais ils ont aussi leurs propres limitations parce que ils voient pas à travers les montagnes. Et donc, quand on est un radar en bas d'une vallée qui va son faisceau, c'est un mur. Et donc, on va pas voir à travers. Donc, on va être masqué sur ce qu'il y a derrière. Et en plus, ce mur va renvoyer un signal fort qui va venir polluer l'imagerie radar. Et donc, il faut faire très attention en milieu montagneux pour obtenir et filtrer ces effets et obtenir des estimations de qualité. Alors pour ce faire, Météo Suisse a placé certains de ces radars très haut en altitude. On a vu tout à l'heure une image du radar de la Plaine Morte qui est à presque 3000 mètres d'altitude. Donc là, la visibilité est beaucoup plus dégagée. Par contre, on est très haut. Et donc quand on s'intéresse à ce qui se passe en fond de vallée, il y a une différence entre ce que le radar mesure à 3-4 km d'altitude et ce qui se passe au niveau du sol. Donc il faudrait multiplier les radars. Voilà, mais c'est quand même très cher. Donc... Où est-ce que vous allez plus précisément et comment ça se passe, une campagne de mesure? Alors, on a fait différentes campagnes de mesure dans différentes chaînes de montagnes. On a fait dans les Alpes, bien sûr, ici en Suisse. Il y avait une photo d'instruments à Verbier. Il y avait le masque dont Étienne parlait juste avant. Et puis là, je vois qu'à l'image, on a le radar qui était déployé en Corée pour les Jeux Olympiques d'hiver. Vous étiez en Corée pour les Jeux Olympiques? Oui, les Jeux Olympiques de Pyeongchang en début 2018, où là aussi, l'intérêt était d'avoir des informations sur neige, mais aussi de fournir, grâce à l'imagerie radar, d'aider les prévisionnistes coréens à améliorer leurs prévisions météo à courte échéance pour le bon déroulé. Spécifiquement pour les JO? Oui, l'organisme, l'équivalent coréen de Météo Suisse avait organisé une grande campagne de mesure internationale pour, dans le cadre des JO, avoir le plus d'instruments et améliorer la qualité des prévisions. Vous y étiez? Alors, j'y étais, oui, au début, avant les Jeux Olympiques. On voit sur l'image José Guérin, qui est doctorant au LTE, qui était pendant les Jeux Olympiques. Donc, on avait tout le temps quelqu'un sur place pendant les Jeux pour être sûr que tout se passe bien et que les instruments fonctionnent. De toute façon, tout se passe bien. Qu'est-ce que ça aurait changé si les prévisions étaient mauvaises? Vous pouviez les avertir. Après, vous n'y étiez pour rien. Ah oui, on n'était pas responsable. Mais vous n'étiez pas responsable. Et ça s'est bien passé? Alors, nos instruments ont très bien fonctionné. Est-ce qu'ils ont eu de la neige comme prévu et la bonne qualité de neige? Alors, il n'y a pas eu beaucoup de neige, mais on a eu quelques beaux événements quand même qui ont permis d'avoir des jeux avec un minimum de neige et que tout se déroule pour le mieux. Mais vos informations, à vous, leur auraient permis d'anticiper la situation s'il y avait eu des problèmes de précipitation? Par exemple, en cas d'événements précipitants très forts, les mesures radar auraient pu aider les prévisionnistes à mieux appréhender la situation et à prévoir est-ce que ça va durer encore plusieurs heures ou pas, est-ce que ça va se calmer, comment ça va s'évacuer, quelles sont les quantités qu'on peut attendre. Donc tous ces aspects-là, l'imagerie radar est importante et utile. D'accord, très bien. Alors maintenant, on va faire un bond, on va partir en Antarctique. Étienne? Ouais. Alors campagne également, vous allez mesurer, vous faites des campagnes de mesure également de précipitations en Antarctique. Exactement. Alors
pour des problématiques un petit peu différentes, toujours reliées à pas pour les l'hydrologie. stations de ski. C'est pas pour les stations de ski. Faut savoir que l'Antarctique, c'est la plus grosse réserve d'eau douce et de glace au monde. C'est 90% des réserves de glace continentale à l'échelle de la planète. Et le principal apport d'eau à cette calotte de glace, ce sont les précipitations. D'où l'importance d'étudier les précipitations dans cette région. Alors, les précipitations sont le principal apport. La calotte, elle perd également de la masse un petit peu par fonte et puis par vélage d'iceberg, le relâchement d'iceberg vers la mer. Quand il neige plus qu'il n'y a de perte, la calotte gagne de la masse. Et inversement, quand il y a plus de vélage d'iceberg que de précipitations, la calotte perd de la masse. Et on a pu observer, c'est depuis les débuts des années 90, que l'Antarctique a contribué à environ un petit peu moins d'1 centimètre d'élévation du niveau des mers. Ah, fond. Alors, enfin, les blocs qui... À cause justement on dit d'un bilan de masse négatif, donc l'Antarctique perd plus de masse qu'il n'en gagne. Voilà. D'accord. Et donc, vous vous rendez sur place, mais il y a des radars, non? Alors, il n'y a pas des radars satellites qui existent? Il y a des radars satellites, exactement. Alors, les radars satellites, c'est super parce qu'ils nous offrent une couverture spatiale très très grande. Oui. Parce qu'ils passent au-dessus de quasiment tout le continent antarctique. Ils ont deux principales limites, ces radars satellites. Alors, juste pour information, ce sont les mêmes types de radars que ceux qu'on a au laboratoire, sauf qu'ils sont embarqués. Le principe est quasiment exactement le même. Ils ont deux principales limites, ces radars. La première, c'est qu'ils ont une couverture temporelle qui est assez faible, dans le sens où avant que le satellite repasse au-dessus du même point, il faut attendre plusieurs jours. D'accord. La deuxième limite, c'est que les satellites, ils ne voient pas ce qui se passe en gros dans le premier kilomètre au-dessus de la surface. Et il y a plein de choses qui se passent. En fait, on a pu montrer qu'il se passe plein de choses au-dessus du premier kilomètre, et ce grâce, entre autres, au déploiement de radars au sol lors de campagne. Ok, donc vous partez en Antarctique, dans ces cas-là, ça dure combien de temps? Vous partez avec vos radars? Exactement, alors je crois qu'on a une image là-dessus. On a en gros, dans le passé, il y a eu, le LTE a été impliqué dans 2 grandes campagnes. Une campagne qui a eu lieu en Terre Adélie, à la station française du Mont d'Urville, qui a duré en gros, la campagne intensive a duré un été, mais certains instruments sont restés plusieurs années, avec des mesures continues sur plusieurs années. Une autre campagne à laquelle le laboratoire télédétection environnementale a participé, ce fut donc l'été austral dernier, à la base australienne Davis, toujours sur la côte antarctique. Les 2 bases que je mentionnais sont sur la côte antarctique. Et là, le LTE, dans quelques semaines, Alexis et un autre doctorant, Alfonso, vont partir à Princess Elizabeth, qui est dans un autre secteur de l'Antarctique. Et cette base, c'est une base belge et elle est située un petit peu plus à l'intérieur des terres. Donc on va pouvoir s'intéresser aux chutes de neige, non pas seulement sur la côte, mais également à l'intérieur des terres. C'est difficile d'accès? Oui, c'est difficile d'accès. L'Antarctique, c'est le continent isolé du monde. Alors, il y a des endroits plus faciles d'accès que d'autres, en particulier quand on est proche des autres continents. Mais oui, il faut compter, selon qu'on aille par bateau ou par avion, plusieurs jours, voire même plusieurs semaines pour y aller et revenir. Ouais, je pensais quand vous étiez à l'intérieur, entre la côte et les autres lieux où vous vous rendez? Alors les trajets se font principalement par avion. Pour certaines bases, il y a une alimentation qui est faite via des en fait, ce sont des tracteurs. Enfin, des tracteurs, c'est un gros mot, mais des énormes convois qui vont alimenter la base en matériel, en nourriture. Mais ça encore une fois, ça dépend des bases. Alors, vous avez fait une découverte complètement étonnante là-bas. C'est qu'en fait, il y a de la neige qui tombe, mais elle n'arrive pas au sol. Voilà. Elle disparaît. Exactement. Alors c'est quelque chose qui se voit d'ailleurs très mal, on en parlait avec les radars satellites, parce que ça se passe environ dans le premier kilomètre au-dessus de la surface. Attendez, ce phénomène-là, il se passe dans le premier kilomètre à peu près, voilà, 1 kilomètre au-dessus de la surface. Alors en fait, et ça, au-dessus du kilomètre, ça neige. Exactement, nos radars sol en station voient de la neige à environ 1 kilomètre d'altitude, même au-dessus. Et après, ils voient la quantité de neige qui décroît. Et au sol, de temps en temps, il tombe très peu de choses, ou des fois même quasiment rien du tout. Alors qu'est-ce qui se passe? Ça passe où? Elle passe où? Donc cette neige, bien sûr, elle entre guillemets, elle disparaît pas, elle s'évapore. Elle s'évapore. Alors pour
employer un terme plus juste, elle se sublime, elle passe de l'état solide à l'état gazeux. Ouais. Elle se transforme en vapeur d'eau. Et elle se transforme en vapeur d'eau En fait, ce premier kilomètre, ça correspond à la couche dite couche katabatique. Alors, qu'est-ce que c'est que ce terme? Il faut imaginer l'Antarctique, c'est un immense dôme. Un immense dôme. L'altitude moyenne est environ de 2000 mètres. Et l'air, je ne vais rien vous apprendre, mais l'air en Antarctique, il est très froid. Et un air froid, il est très dense, et un air dense, il est lourd, et il s'écoule sur la pente, il n'y a pas d'obstacle. Il suit la pente. Exactement, il suit la pente. Il atteint des vitesses énormes. Hein. Du Mont d'Urville, on mesure des vents qui excèdent 300 km/h. Ah oui. Oui, ce sont des vents extrêmement forts. Et en descendant, non seulement l'air s'accélère, mais il s'assèche. Il s'assèche. Et donc, quand un nuage arrive au-dessus de l'Antarctique, la neige commence à tomber, et dès qu'elle commence à rentrer dans cette couche sèche, elle va s'évaporer. D'accord. Et donc là, je vous dis, c'est un phénomène qui est important, particulièrement sur les côtes, la périphérie du continent, où des premières estimations ont pu montrer qu'environ 35% de la neige qui est produite s'évapore avant d'atteindre la surface. C'est énorme. C'est énorme, oui. C'est énorme, mais est-ce que le phénomène s'amplifie? Est-ce qu'il y a un lien, ou le sait-on ou pas d'ailleurs, avec le bouleversement climatique, le réchauffement climatique qu'on connaît actuellement? Alors, c'est une excellente question à laquelle on n'a pas de réponse actuellement. C'est un mécanisme qui est assez robuste. Une précipitation qui rentre dans une couche sèche, elle va s'évaporer. Comment ça va évoluer avec le changement climatique, si ça évolue? C'est une question qui est totalement ouverte à l'heure actuelle.